Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Blandine Calcio-Godino, je suis la responsable du pôle écosystème et développement. Et je vous accueille aujourd'hui, et bien sûr, au Hub des territoires, qui est l'espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. Cet espace, pour nous, il incarne vraiment la stratégie écosystème de la Banque des territoires, cette stratégie d'ouverture et de collaboration avec des partenaires, un ensemble de partenaires, bien sûr, toujours au bénéfice de nos clients. Alors, c'est un dispositif hybride qui est à la fois physique, ici, à Austerlitz. Donc, c'est un lieu innovant, ouvert, modulable. Mais c'est aussi un dispositif digital, puisque tous nos événements sont diffusés en digital. Nous réunissons donc ici, à la fois en présentiel, dans ce lieu, et en distanciel, les acteurs territoriaux, les collectivités, les entreprises publiques locales, les organismes de logements sociaux, les professions juridiques, mais également tous nos partenaires, donc publics, privés, institutionnels, start-up, etc. Ce dispositif, il a plusieurs formats, donc qui nous permettent à la fois de nous inspirer, de nous rassembler, comme aujourd'hui. C'est un regard croisé, c'est une table ronde, et également de concrétiser un certain nombre de projets. Nous avons à notre actif déjà plus de 100 événements, plus de 400 intervenants, plus de 4500 participants, avec une programmation très variée qui va toucher à toutes les problématiques en fait des territoires, la transition énergétique et écologique bien sûr, l'habitat, la santé. Depuis le début de l'année, nous avons eu un événement de rentrée sur l'eau, sur l'enjeu des données liées à l'eau, déjà un pitch de start-up pour les petites villes de demain, également une session sur les tiers-lieux, sur le foncier, et je n'oublie pas non plus cette semaine un très bel événement sur la data territoriale. Là, c'est évidemment pour vous pousser à aller voir nos replays qui sont tous en ligne, et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire également à notre newsletter, dont le lien va par magie s'afficher dans le chat. Aujourd'hui, donc, nous sommes rassemblés pour un sujet lié à la mobilité et aux infrastructures de transport. C'est un enjeu majeur à la fois pour la Banque des territoires, pour le Hub des territoires, celui de l'accélération de la mobilité durable. C'est un enjeu donc d'attractivité, de durabilité pour tous les territoires qui doivent s'adapter, repenser les usages et repenser les infrastructures de transport. Alors depuis le lancement du Hub des territoires, on a déjà abordé ce sujet plus globalement de la mobilité, du développement des infrastructures et des transports décarbonés. On a donc organisé à la fois un pitch de start-up sur les solutions de mobilité. On a également des événements récurrents sur le sujet d'habiter demain et de la décarbonation des villes et des territoires. Et aujourd'hui, l'événement porte donc sur les principaux freins au développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, les fameux IRVE, dans l'habitat collectif et les solutions de financement qui sont proposées. Donc on va questionner aujourd'hui plus globalement les enjeux, les moyens, les solutions. Et donc, c'est vraiment dans l'ADN du Hub des territoires de débattre, d'imaginer et de construire les territoires de demain. Sans plus attendre, je passe la parole à Rita Soukar, qui est chargée d'investissement dans le département infrastructure et mobilité de la Banque des territoires, qui va animer toute cette session. Bonjour à tous, donc merci Blandine pour cette introduction. Effectivement, ce regard croisé va nous permettre d'évoquer tous les enjeux sur l'infrastructure de recharge. Selon une étude récente, un Français sur deux souhaite passer à l'électrique, sauf que ce passage ne pourra se faire sans infrastructure de recharge dédiée et donc vraiment adaptée aux usages de chacun. Or, on estime que la recharge se fera majoritairement à domicile. Il est donc important d'avoir des infrastructures vraiment installées en résidentiel, et donc ce sera vraiment tout l'enjeu de ce regard croisé. J'aurai le plaisir d'accueillir Gilles Frémont, président de l'ANGC, donc Association nationale des gestionnaires de copropriété, pour une première table ronde aux côtés d'Alban Charrier, responsable du département politique technique au sein de la direction des maîtrises d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat, pour revenir sur les enjeux et les freins au sein de l'habitat collectif, donc à la fois social mais également privé. Et pour une deuxième table ronde, j'aurai le plaisir d'accueillir Clément Molison, donc directeur général de l'AVER, Olivier Huet, directeur du projet infrastructure de recharge des véhicules électriques en résidentiel collectif chez Enedis, et enfin Pierre Aymar, directeur général de Logivolt Territoire, pour évoquer les solutions face à ces freins. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir donc Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et mobilité à la direction de l'investissement de la Banque des territoires, pour faire un panorama sur l'électromobilité et le rôle que joue la Banque des territoires dans cet enjeu majeur.
Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ravi effectivement de vous accueillir ce matin. Nous sommes très très heureux en tant qu'équipe en charge des infrastructures et de la mobilité au sein de la Banque des Territoires de tirer parti des capacités du Hub des Territoires pour aborder ce sujet qui est vraiment un des nœuds gordiens de l'évolution vers une mobilité à la fois décarbonée et moins dépendante des hydrocarbures fossiles. On sait que dans ces temps de crise énergétique, c'est un sujet particulièrement, enfin d'autant plus important. Et finalement, la fin du monde vient rejoindre les préoccupations de fin du mois. Comme certains peuvent le dire. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on va essayer avec vous toutes et tous réunis, d'aborder sous ces différentes facettes l'enjeu de l'équipement en borne de recharge des domiciles, tout simplement. Sachant qu'effectivement, une des particularités, on y reviendra, c'est que quand on parle de borne de recharge, à la différence peut-être par exemple de la connexion à la fibre optique, qui est un des grands enjeux d'équipement des territoires de ces dernières années et dans lesquels notre pays est fort heureusement en train d'achever le gros de l'effort. On ne parle pas d'un besoin universel ou unique, mais effectivement de besoins serrés et variés en fonction des cas d'usage et des typologies de foncier sous-jacents. Alors peut-être juste pour planter rapidement le décor, rappeler qu'on est à l'heure actuelle dans une phase de très très forte accélération du parc de véhicules électriques avec un taux de pénétration qui est en train de monter très fortement déjà sur les immatriculations de véhicules neufs. Je crois qu'on était à 18% au mois d'août entre électrique à batterie et hybride rechargeable. Et effectivement, des taux de pénétration qui vont mécaniquement atteindre les 100% d'ici à 2035, puisque de toute façon, c'est l'horizon de fin des ventes des véhicules thermiques. Donc un effet parc qui va s'accumuler de façon, je dirais, relativement exponentielle avec près de 12 à 15 millions de véhicules au bas mot en circulation à horizon 2035, donc à peu près, on va dire, un gros tiers du parc de véhicules à cet horizon-là. Et donc, potentiellement, c'est à peu près un tiers des quelques 32-35 millions de véhicules de tourisme qui sont en circulation dans notre pays, pour lesquels leurs propriétaires vont avoir mécaniquement un besoin de recharge à domicile, comme le disait Rita, puisque effectivement c'est quand même le besoin premier en termes de réassurance quant à la capacité d'utiliser son véhicule électrique, même si en théorie, on le sait bien, les véhicules électriques ont des autonomies maintenant qui, par rapport aux déplacements quotidiens, pourraient permettre en théorie d'essayer de tenir, entre guillemets, le gros de la semaine, par exemple, de trajet domicile-travail sans recharger son véhicule, du moins en tout cas pour les dernières générations de véhicules électriques. Donc ça veut dire qu'on a mécaniquement un besoin donc, de bornes de recharge à domicile du même ordre de grandeur. Alors effectivement, une des particularités de l'électrique, comme je le disais il y a un instant, c'est que effectivement on parle d'une recharge qui est associée à des cas d'usage. Autant auparavant, jusqu'ici avec le véhicule thermique, on faisait le plein une fois de temps en temps quand on fait le point une fois de temps en temps quand on voit la jauge s'approcher de la réserve. Et donc le cas d'usage, je dirais, c'est de passer à la station-service la plus proche. Et ça prend 5 minutes en dehors du trajet pour s'y rendre. Là, effectivement, en fonction du foncier et en fonction du temps qu'on va passer dans le lieu en question, on va avoir effectivement un besoin de recharge qui va être de nature différente. Et donc, ce qu'on va essayer de discuter ce matin tous ensemble, c'est effectivement le cas qui est en haut à gauche dans le slide, c'est-à-dire la deuxième ligne, c'est-à-dire la question de l'équipement en résidentiel collectif pour ce besoin routinier quotidien de recharge, donc a priori plutôt lente, puisque justement le véhicule va typiquement passer la nuit, si ce n'est la journée entière, quasiment à domicile. Il va de soi donc qu'on a des besoins ensuite qui seront de nature très très différente si à l'inverse par exemple on va chercher à se recharger le plus rapidement possible sur autoroute dans le cadre d'un grand trajet interurbain lorsque par exemple on part en vacances. Et donc ce sont des projets de nature très très différente. Je vous invite d'ailleurs à consulter sur le site, sur la plateforme numérique de la Banque des Territoires, le guide que nous venons de publier qui dresse un panorama de ces cas d'usage des IRVE
des montages de projets au plan juridique et financier associés avec les différents types de parties prenantes qui interviennent dans ceci. Et donc, ce guide, je crois, qui est une première, je dirais, sur le sujet, vise justement à donner à l'ensemble des acteurs, collectivités, celles qui auront la compétence d'organiser le déploiement des bornes de recharge, mais également tous les intervenants de cet écosystème, effectivement, une vision sur l'ensemble des enjeux. Alors effectivement, la Banque des Territoires s'est fortement mobilisée dans le cadre du plan climat sur ce sujet. Nous avons décidé de consacrer une enveloppe de 3,2 milliards d'euros sur la période 2020-2024 pour contribuer donc à la fois à la relance dans notre pays, mais aussi, ce faisant, à l'accélération de la transition énergétique. Et donc, c'est singulièrement le cas dans la mobilité, où nous avons d'ores et déjà, à ce jour, engagé des financements pour près de 100 000 bornes de recharge privatives d'une part, mais également ouvertes au public, effectivement réparties dans ces différents cas d'usage que l'on vient de voir à l'instant. Et puis près de 200 000 places dans des véhicules que l'on peut qualifier de verts, tout du moins en tout cas zéro émission en fonctionnement, donc que ce soit des bus, des véhicules d'autopartage, ou bien également voire des vélos à assistance électrique partagés. Voilà, et puis pour vous donner aussi une illustration de la typologie de nos interventions, nous avons investi de façon ciblée dans un certain nombre d'opérateurs, dont certains sont représentés ce matin. Je crois que Yespark est parmi nous. Donc aussi bien du côté des bornes de recharge que du côté des véhicules électriques. On investit dans des opérateurs qui nous semblent avoir un angle original et intéressant pour essayer de faire d'une pierre deux coups, entre guillemets, autant que faire se peut, sur la mise en place de cette infrastructure énergisée. C'est le cas de Station E, par exemple, qui couple les bornes de recharge à d'autres équipements de mobilier urbain, entre guillemets, ou d'équipements de l'espace public, comme les relais 5G ou des consignes colis, ce type de choses. Yespark, bien évidemment, donc à la fois pour l'ouverture des places de parking dans les immeubles résidentiels collectifs à des non-résidents, et puis ce faisant au passage l'équipement de ces places en borne de recharge, ou Sioussen qui sur des parkings en surface couple les ombrières photovoltaïques avec les bornes de recharge dans une logique d'autoconsommation. Et puis nous avons mis en place un certain nombre de plateformes de financement, en l'occurrence pour le sujet des bornes de recharge Logivol Territoire, donc dont Pierre-Aimar nous parlera dans la troisième séquence. Et puis nous sommes intervenus dans le cadre de projets d'initiatives publiques ou privées, par exemple Imotum qui a déployé un réseau de bornes de recharge rapide sur le territoire insulaire corse. Un partenariat avec Fastned où nous avons d'ores et déjà équipé des stations sur autoroute, AP2R et SANEF, et puis d'autres à venir, dans le cadre d'un partenariat plus global. Et puis, nous avons cofinancé le déploiement, dans le cadre du projet Ville Agile de la métropole de Toulouse, de bornes de recharge semi-rapides sur voirie, et sommes candidats à d'autres appels d'offres de collectivités en cours. Voilà, vous avez ici, je ne vais pas vous en faire la lecture exhaustive, mais un récapitulatif de l'ensemble de nos interventions. Je voulais juste en illustrer une très brièvement, c'est la première ligne, puisque dans ce domaine, les collectivités ont un rôle à jouer important en tant que maître d'ouvrage pour tout ce qui relève de l'espace public, mais également en tant qu'autorité organisatrice ou avec un rôle effectivement de planification. Et donc notamment la loi d'orientation des mobilités a prévu qu'elle rédige des schémas directeurs de déploiement des IRVE sur leur territoire. Et donc dans ce cadre, nous avons cofinancé les études ou missions d'assistance et maîtrise d'ouvrage engagées par les collectivités compétentes, dans la grande majorité des cas les syndicats départementaux d'énergie, mais également quelques agglomérations ou métropoles qui ont pris en main le sujet, je dirais, dans leur périmètre en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité. Et donc, vous le voyez, donc près de la moitié des départements français aujourd'hui ont pu accélérer, je dirais, dans le déploiement de leur schéma directeur IRVE grâce à notre soutien. Voilà, Rita, je te rends la parole. Merci beaucoup pour tous ces éléments de contexte. On voit que la Banque des Territoires joue pleinement son rôle dans l'électromobilité, donc au sens large. Je souligne également la présence de Clem parmi nous, donc qui est également un acteur de l'électromobilité que la Banque des Territoires accompagne. Et on verra par la suite le rôle qu'elle a joué dans l'électrification du parc résidentiel. Mais tout d'abord, je vous remercie d'accueillir Gilles Frémont,
et Alban Charrier pour revenir sur le contexte et les enjeux en résidentiel. Donc pour la copropriété privée, je vous en prie. Et Alban Charrier pour le logement social. Donc Gilles Frémont, je vous donne la parole en premier. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis syndic de copropriété, gestionnaire de copropriété, ça fait 20 ans. Donc je gère un portefeuille d'immeubles, je tiens des assemblées générales. Et c'est vrai que depuis 20 ans, les bornes de recharge dans les copropriétés, ça a toujours été un sujet un peu lointain, un peu abstrait. On n'en parlait pas vraiment, et si on en parlait, ça intéressait pas grand monde, clairement. Même si certains voulaient pousser, ça restait quand même quelque chose de très abstrait. On a senti un frémissement il y a à peu près 2 ans. J'ai senti personnellement un frémissement il y a 2 ans. À la suite de quoi ? Alors c'est vrai que on a vu toutes ces Tesla dans les rues. Les prix des voitures électriques ont baissé. Il y a eu des aides à l'achat. On est sorti du confinement. Peut-être qu'il y a eu aussi une prise de conscience un peu verte pour la planète. Mais surtout, on a eu le décret sur le droit à la prise en décembre 2020. Et quand on a vu ce décret droit à la prise, on s'est dit « Ouh là là, on va avoir des demandes qui vont pleuvoir, chacun va se prévaloir du droit à la prise pour installer sur sa place un sous-compteur branché sur les services généraux. Ça va être le bazar. Le syndic va devoir faire des sous-comptages d'apothicaires. Ça va mettre le bazar dans les comptes de la copropriété. Ça va pas le faire. » Il existait déjà des solutions avec des opérateurs qui proposaient des solutions gratuites, un peu comme à l'image de la fibre optique qu'on avait déployée dans nos immeubles presque 10 ans plus tôt. Donc, quand on a vu arriver ce droit à la prise, et j'ai vu quelques propriétaires commencer à le faire jouer. Ils respectaient pas la procédure, donc on a pu leur dire respectez la procédure et puis après vous venez nous revoir. Mais je me suis dit il faut qu'on anticipe les choses. Il faut qu'on anticipe les choses et qu'on les organise nous-mêmes de façon collective. Puisque comme vous le savez, dans le décret droit à la prise, s'il y a une installation collective ou si on dit qu'il va y en avoir une très bientôt, on peut faire barrage au droit à la prise. Donc je me suis empressé de mettre à l'ordre du jour de toutes mes assemblées générales de 2022, c'était là, une résolution pour approuver l'installation d'une infrastructure collective, donc un IRVE. Je suis passé par la solution The Plug, il y en a d'autres, Watt, je ne vais pas tous les citer, certains sont là. C'est passé. C'est passé très facilement. Pourquoi c'est passé très facilement ? Alors, pour vous donner un peu de chiffres concrets, moi je gère 55 immeubles, c'est des immeubles parisiens. Il y a de l'haussmannien, donc évidemment c'est pas des parkings, mais j'ai aussi des immeubles 30 Glorieuses, là on a des parkings, et puis quelques immeubles en banlieue, des immeubles plus récents qui ont 10 ans, 20 ans, avec des parkings également. C'est passé, alors que normalement, pour vous remettre un peu le contexte de la copropriété, c'est un lieu très conservateur. C'est le lieu où on dit souvent non, et de temps en temps, oui. Et pourquoi, du coup, on est passé à un oui dans ce cas-là ? On est passé à un oui, tout simplement parce que les solutions étaient simples et gratuites. C'est pas compliqué, hein. Et simple pour qui, finalement ? Simple pour le syndic et simple aussi pour les copropriétaires. Il suffit de signer une convention avec un opérateur, un peu comme la fibre optique. On signe une convention avec un opérateur et il vient faire son infrastructure collective. Après, chacun se raccorde dessus et gère son abonnement avec l'opérateur. Le syndic n'a rien à faire. Rien. À part signer la convention et surveiller la bonne réalisation des travaux. Ça change la donne. Le syndic est quand même un prescripteur.
dans l'immeuble. Même si l'organe décisionnaire, c'est l'Assemblée générale, le conseil syndical est aussi un rôle moteur. Mais le syndic est quand même à la manœuvre. C'est lui qui va proposer des projets. Il va aussi enregistrer ce que les copropriétaires lui demandent de mettre à l'ordre du jour, mais il a le droit aussi, et il peut, et c'est aussi son devoir de conseil, surtout s'il s'inscrit dans une démarche un peu qualité, un peu verte, proposer, et c'est ce que j'ai fait pour les parkings, je l'ai proposé, alors peut-être pas forcément parce que j'avais la fibre verte, je l'ai proposé de façon très pragmatique, comme je viens de le dire, pour éviter le bazar du droit à la prise. Donc c'est passé parce que voilà, c'était gratuit. Alors sur les 55 immeubles que je gère, il y en a 8 où on a des parkings collectifs. Sur les 8, il y en a 6 qui ont voté la solution de l'opérateur, sans vraiment discuter d'ailleurs. J'étais oui, bon, il n'y a pas vraiment eu de débat. Bah oui, quand c'est gratuit, il n'y a pas de débat. Et un immeuble qui a refusé, mais ça c'est vraiment l'immeuble très conservateur et ils non pour tout. Et puis peut-être qu'ils n'ont pas de véhicule électrique non plus. Et un immeuble qui est en train de voir pour une solution où ils seraient directement propriétaires de la colonne, donc ils veulent passer par Enedis. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Il y a une personne au conseil syndical qui est moteur, qui est un peu de la partie aussi, qui s'en occupe. Et d'ailleurs, je leur ai dit, ok, mais vous nous aidez. Enfin, je ne vais pas faire tout seul parce que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est passé. Parce que c'est vrai que si c'est pas gratuit, pourquoi un copropriétaire et donc une majorité de copropriétaires qui n'a pas de véhicule électrique et qui n'a pas l'intention d'en avoir irait payer une infrastructure, un ouvrage dont il ne se servira pas? Le raisonnement, il est simple. Hein. En revanche, s'il ne paye pas, bah, why not? Effectivement, c'est un peu un constat qu'on a fait également, puis s'il ne paye pas à date parce qu'il n'en a pas besoin, mais toujours une solution qui lui permettra dans l'avenir de malgré tout se raccorder et de bénéficier de cette infrastructure au moment où il passera à l'électrique lui aussi. Alors, il faut qu'il se projette. Et c'est là aussi qu'on a peut-être un rôle à jouer dans le discours qu'on va tenir. Je le disais, le syndic est prescripteur. C'est clair que si le syndic lui-même n'est pas motivé, et il ne sera pas motivé si ça représente pour lui une charge de travail inconsidérable. Et puis surtout, il y a aussi une question de rentabilité économique. Hein. Est-ce que le syndic perçoit des honoraires pour cette mission, pour ce travail? Bon, voilà, il y a aussi un raisonnement économique. Mais si le syndic tient un discours qui se veut positif, qui se veut prospectif, où on les projette un peu dans l'avenir, et c'est ce que je fais quand je leur ai mis à l'ordre du jour la solution IRVE. Je leur ai quand même fait une petite introduction à cette question, je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai expliqué aussi le droit à la prise et les risques, et je leur ai dit clairement, c'est un équipement que vous aurez définitivement dans cet immeuble, qui sera là et qui va clairement valoriser votre patrimoine et valoriser l'immeuble, même si vous, individuellement, vous n'allez pas vous en servir. Demain, quand vous vendrez votre appartement, vous pourrez mettre dans l'annonce « immeuble équipé en borne » ou équipé en infrastructure collective, de la même manière qu'on peut dire « immeuble fibré ». On pourra dire « immeuble équipé en borne de recharge ». Je crois que vous aviez une belle formule également pour ce panneau. Ça, c'est ce que, effectivement, je ne sais pas si vous voyez quand vous vous baladez dans les rues et que vous passez devant les immeubles parisiens, les vieux immeubles haussmanniens, vous avez ces plaques émaillées eau et gaz à tous les étages. Ça, c'était des plaques qu'on avait mis au 19e siècle pour justement valoriser l'immeuble et dire la colonne d'eau et de gaz monte jusqu'au dernier étage. Peut-être que demain, on mettra des plaques émaillées ou pas, ça dépend si on aime le style. Une plaque à l'entrée de l'immeuble ou à l'entrée du parking, immeuble équipé en borne de recharge. En tout cas, ça ne pourra que valoriser l'immeuble, effectivement. Effectivement, et
même si le copropriétaire qui va vendre ne va pas forcément augmenter son prix de vente parce qu'il y a une infrastructure collective. En tout cas, ça va faciliter sa vente. Le bien partira peut-être plus facilement, plus vite. En tout cas, c'est clairement un atout. Un immeuble qui est fibré, qui a les bornes de recharge, bon, bah, c'est quand même mieux qu'un immeuble qui ne l'a pas. Et ça le sera d'autant plus à l'avenir et surtout après 2050. Ou même 2035, effectivement. 2035. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On voit effectivement qu'il y avait quelques freins à la prise de décision, mais que des solutions existent pour permettre donc le passage à l'électrique. Et on verra par la suite d'autres solutions également donc dans la seconde table ronde. Donc merci beaucoup. Je me tourne vers Alban Charrier maintenant pour la partie logement social. Donc est-ce que vous faites les mêmes constats pour ce secteur ce secteur du logement social sur les freins et les enjeux de la recharge? Oui, je me retrouve assez bien dans le discours de monsieur, avec bien évidemment des différences. On a, nous, une capacité plus facile de décision, on n'a pas la même problématique de gouvernance, mais en même temps, on a certainement une population moins ouverte à l'utilisation immédiate et à l'acquisition de véhicules électriques. Donc globalement, oui, on retrouve à peu près les mêmes sujets, les mêmes freins. Alors on a un enjeu qui, nous, bien sûr, aussi différent en termes de volume. L'USH, c'est la confédération qui représente l'ensemble des bailleurs sociaux de France, donc c'est 5 millions de logements, 4 millions de logements collectif et de l'ordre de 1,6 million à 1,8 million de places de stationnement. Donc voilà, on a un niveau important sur l'ensemble du territoire national, y compris les Outre-mer. Mais on fait aussi le même constat en termes de temporalité. C'est un sujet que l'on abordait peu il y a quelques années, qui est bien évidemment, comme pour la copropriété, venu sur le devant de la scène avec le droit à la prise. Et on est, nous aussi, dans un frémissement depuis 1 ou 2 ans où les bailleurs se posaient la question. Il y a encore 1 ou 2 ans, la question, c'était comment je réponds à l'éventuelle demande de droit à la prise. Aujourd'hui, c'est comment je l'anticipe. Et à travers un travail fait avec Enedis et avec la Banque des Territoires, dans une étude que l'on a finalisée cette année et présentée au Congrès la semaine dernière, on voit qu'il y a maintenant un engagement très fort des bailleurs alors pas encore dans le déploiement effréné des bornes, mais dans la définition de la stratégie. Comment je vais faire, quels sont les besoins de mes habitants et quelles solutions techniques. Enfin, on le rappelle, il y a plein de solutions techniques. Et voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui. Justement, sur les besoins des habitants, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des demandes qui émergent des locataires de logement social? Alors, là aussi, je voyais tout à l'heure les chiffres. Globalement, l'étude qui remonte dans l'enquête qu'on peut faire auprès des bailleurs, on a à peu près 1% du parc qui commence à être équipé. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est... alors, c'est pareil, il y a encore quelques années, on se disait, voilà, le locataire social, donc c'est bien évidemment un locataire qui a des revenus limités, qui est peu équipé en véhicule, y compris un véhicule thermique aujourd'hui, et que l'on ne voyait pas comme être le premier utilisateur de véhicule électrique. Il est plutôt un utilisateur de véhicules de seconde main. Donc on voyait ça d'une temporalité un peu plus ancienne. Mais en fait, plus on a creusé le sujet avec l'ensemble de nos partenaires et y compris nos locataires, on s'est aperçu que, à la fois, s'il n'est pas acquéreur à titre particulier, il peut être utilisateur à titre professionnel. Nos locataires sont les chauffeurs VTC, sont les livreurs, sont aussi des gens qui travaillent dans des structures qui ont des véhicules électriques. Donc effectivement, en tant qu'utilisateur particulier, peut-être pas encore, mais en tant qu'utilisateur professionnel, on voit une demande. Ça sera aussi peut-être un sujet qu'on a encore à développer sur le modèle économique pour lorsque le locataire n'est pas utilisateur à titre particulier, mais à titre professionnel. Qui paye la charge, comment on ramène ces éléments-là. Autrement, donc on a effectivement aussi nous plein d'enjeux. Alors on a aussi, je l'ai dit, nos locataires sont a priori avec des revenus faibles. Donc on a un véritable enjeu, nous, de prix de sortie du service. On a aussi une différence par rapport à la copropriété. Notre locataire attend a priori plus un service, donc je peux venir me brancher, recharger mon véhicule au travers plutôt d'un abonnement et vraiment d'un service, et non pas je suis éventuellement l'acquéreur de la borne, j'investis et après j'utilise. Là aussi, il y a un travail qui est en cours là-dessus, et on a des problématiques d'équité dans le cadre du parc social. À l'inverse de la copropriété, le locataire, le bailleur qui va investir pour son locataire, soit directement, soit à travers une plateforme, n'a pas les mêmes avantages fiscaux que le copropriétaire. La borne il n'y a pas de crédit d'impôt pour le propriétaire. La TVA à l'achat est à 5,5, la TVA à la location va être à 20%. Donc là, ça va dans le sens inverse de l'avantage qu'on peut avoir. Et alors, le sujet qu'on évoque
évoque régulièrement. Le plus important, c'est que sur l'infrastructure aujourd'hui, le bailleur social n'est pas financé, n'est pas subventionné pour l'infrastructure. À l'inverse, le copropriétaire l'est, la copropriété l'est. Alors même que, bien évidemment, même si les bailleurs sociaux sont des sociétés, on travaille pour un utilisateur final qui est un citoyen comme tous les autres. Effectivement, on voit qu'il y a des enjeux, donc des enjeux pour avoir une solution qui soit la plus adaptée à ce secteur et donc au niveau de revenus de ces locataires. Et donc c'est le principal enjeu que vous voyez aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir aux locataires une solution à la fois qui est pérenne, avec une infrastructure de recharge, mais également avec un coût qui soit le plus adapté, donc peut-être le plus lissé pour l'ensemble des locataires. C'est un peu ce que les bailleurs... Oui, tout à fait. Dans les échanges qu'on a pu avoir et dans le cadre de l'étude, on s'aperçoit que les bailleurs sont plutôt sur effectivement un loyer d'utilisation plutôt qu'un investissement. Et globalement, on le voit aussi encore plus là avec la problématique de la crise de l'énergie. Les charges pour nos locataires, ça se parle en euros ou en dizaines d'euros maximum. Donc tout coût supplémentaire est extrêmement difficile à supporter pour nos locataires. Enfin, c'est l'ADN du logement social, hein. Un loyer bas et des charges les plus bas possibles. Donc on a besoin pour offrir ce service et je pense il est nécessaire qu'on trouve tous ensemble des moyens pour que le locataire du logement social ait les mêmes possibilités d'accession, pour accéder à l'IRVE. Et donc pour ça, il faut le prix final à la sortie soit adapté à nos locataires. Et pour faire aussi le parallèle avec la copropriété, est-ce que pour le bailleur social, c'est également important d'avoir une solution un petit peu sans reste à charge pour lui, donc, et puis sans action particulière de sa part? Oui, bien évidemment. On attend beaucoup des bailleurs sociaux, tant dans la production, encore plus maintenant, et c'est peut-être le gros enjeu. On est très investi dans la transition écologique. On a un besoin de réhabilitation de notre parc à horizon 2034 dans le cadre de Climat Résilience, mais surtout 2050 dans le cadre de la SNBC, qui va nous obliger à peu près réhabiliter 5 millions de logements. Donc on a aussi une demande forte de déploiement et de création de nouveaux logements. Donc bien évidemment, dès lors qu'on pourra trouver des aides pour investir qui nous permettent de ne pas mobiliser nos fonds propres pour les attribuer à d'autres solutions, bien évidemment, c'est extrêmement important. Et cette solution de lisser sur le long terme, on est un acteur de long terme, hein. On construit, on exploite sur des durées extrêmement longues. Donc on a besoin de retrouver effectivement des financements qui nous permettent de conserver nos fonds propres et nos moyens sur d'autres sujets de la transition écologique. Merci pour tous ces éléments. Je ne sais pas si vous avez des points que vous souhaitez rajouter. Peut-être on a le décret du 22 septembre qui vient de sortir, qui permet, si j'ai bien compris, les spécialistes confirmeront que désormais on peut demander à Enedis de venir installer une colonne collective horizontale dans le parking, à nouveau gratuitement, mais à condition quand même de remplir un dossier. Je pense que ça va... Alors les syndics doivent le savoir, tout le monde doit le savoir, l'information doit circuler. Est-ce que ce sera aussi simple que ça? Enedis prévient aussi qu'il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde tout de suite, d'autant plus qu'il y a déjà les colonnes montantes. Qui sont pour beaucoup hors d'âge, qu'il va falloir remplacer par Enedis. Et c'est vrai, quand on appelle Enedis pour remplacer ces colonnes montantes, si c'est pas de notre tour, vous payez, et notre tour, il peut arriver dans longtemps, très longtemps. Ça tombe bien, on a un représentant d'Enedis qui pourra revenir sur ces sujets donc, dans la seconde table ronde. Donc, si vous n'avez plus d'éléments, je vous remercie beaucoup pour ces éléments de contexte. Donc on voit effectivement qu'il y a quelques freins, mais que des solutions existent. Et donc j'accueille mes 3 intervenants de la table ronde suivante pour évoquer donc ces solutions. Clément Molison, Olivier Huet, Pierre Aymar. Oui, ça va. Bonjour à tous les 3. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Clément Molison. Donc, effectivement, on a vu, et puis Alban Charrier l'a bien précisé, qu'il y a un cadre réglementaire qui est un petit peu différent pour la copropriété privée ou pour le secteur du logement social. Et on n'a pas toujours connaissance, on n'est pas toujours au fait de ce cadre réglementaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en faire une petite précision, s'il vous plaît ?
Oui, bon, bien sûr. Bonjour. Donc Clément Moulison, je suis représentant de l'AVER France. On est une association professionnelle et on rassemble tous les acteurs de la mobilité électrique. Et effectivement, la question de la recharge en résidentiel collectif, c'est un sujet qui nous occupe depuis longtemps, notamment parce qu'effectivement, en termes de réglementation, on a à la fois des obligations et des droits qui existent, et puis c'est aussi un secteur qui est assez mouvant. Alors j'entends j'ai entendu dans la table ronde précédente que certains copropriétaires pouvaient parfois ne pas respecter les procédures. On voit aussi de l'autre côté, c'est également des syndics qui oublient parfois leurs obligations, notamment de mettre à l'ordre du jour la question des travaux pour l'installation de bornes de recharge. Et ça, c'est un long sujet où on l'a vu depuis des années où ce n'était pas fait. Et des fois aussi sur le droit à la prise où tout n'est pas tout à fait respecté. Et ce qu'il faut avoir en tête là-dessus, c'est que pour nous, la problématique, c'est que une personne qui souhaite passer à l'électrique et qui habite en résidentiel collectif, si elle se rend compte qu'elle n'aura pas de solution de recharge, bien souvent elle se passe de son véhicule. Soit elle passe à un thermique, soit elle décale son achat. Parce que quand votre principale solution envisagée, c'est de vous recharger chez vous, et que sur la voirie publique, selon où vous habitez, c'est pas forcément possible, ou c'est pas possible à votre travail, vous n'avez plus de solution de recharge. Donc c'est vrai qu'il y a un point qui est extrêmement important pour nous, de s'assurer qu'on puisse équiper les parkings en borne de recharge. Alors, le droit à la prise, effectivement, c'est complexe pour tout le monde. C'est complexe pour le locataire ou le copropriétaire. C'est complexe pour les syndics. C'est pas toujours très efficace si on a, les 3-4 premiers demandeurs auront peut-être encore de la place dans les infrastructures électriques. Après, ça a commencé à bloquer. Donc, c'est vrai que nous, surtout pour des parkings au-delà de 10-20 places, on conseille déjà de passer à une infrastructure collective, de planifier son équipement, de s'assurer qu'on puisse peu à peu faire évoluer son infrastructure. Et c'est vrai qu'en termes d'infrastructure collective, c'est un sujet qui a été un peu un angle mort de la réglementation pendant un moment, qui est arrivé assez tardivement l'an dernier dans le cadre de la loi Climat et Résilience, où on a deux modalités qui sont apparues. Une première qui est un encadrement pour les opérateurs privés qui fournissent une infrastructure collective sans frais pour la copropriété. Mais il est tout aussi possible, et certains le font, de ne pas être tiers investisseur et donc de faire financer par la copropriété cet investissement. Et puis une autre possibilité qui est apparue, celle de préfinancer l'infrastructure. Je pense que Enedis pourra en parler juste après. Et donc nous, c'est vraiment dans cette diversité de modèles, à la fois en termes de raccordement, de solutions de raccordement et de solutions de financement, qu'on va essayer qu'on voit s'insérer l'ensemble du résidentiel collectif. Et nous, ce qu'on va apporter en plus comme brique supplémentaire, c'est le programme Advenir, qui est un programme de certificat d'économie d'énergie qui existe depuis 2016 et qui finance notamment des infrastructures de recharge collectives ou individuelles ou partagées dans les copropriétés. Et donc, on a principalement trois cibles. Une cible individuelle. Typiquement, vous faites valoir votre droit à la prise, vous avez votre borne, et dans ce cas-là, on finance la moitié de l'infrastructure dans une limite de 960 €. Vous avez une solution partagée. Alors, c'est un peu plus une solution niche aujourd'hui. Il y a assez peu de demandes, mais qui permet par exemple d'avoir quelques bornes que l'ensemble des locataires et copropriétaires pourront utiliser, et donc de limiter peut-être l'investissement et d'organiser des rotations. Et puis le troisième point qui est l'infrastructure collective. Et là, pareil, on finance 50% de l'infrastructure dans une limite de 8 000 € pour les parkings allant jusqu'à 100 places, et on rajoute 75 € par place supplémentaire au-delà. Et si jamais il y a des travaux extérieurs, notamment pour des copropriétés avec parking extérieur, on a 3 000 € supplémentaires. Donc on voit qu'il y a un fort investissement qui est fait dans ces infrastructures. Il y a des process à suivre, et peut-être une information que je peux apporter ici en exclusivité, mais on va communiquer dessus très prochainement. Jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est qu'un installateur discutait avec la copropriété, établissait un devis, faisait une demande de prime chez nous, et il avait 6 mois pour faire ses travaux.
Puis on s'est rendu compte en écoutant le terrain, en discutant avec des installateurs, avec des opérateurs, que 6 mois c'était un petit peu court, et notamment en cette période un peu compliquée, on peut avoir des chaînes d'approvisionnement en borne qui sont un peu perturbées. Et donc on vient de décider, de faire voter, de pouvoir prolonger à 9 mois ce délai. Donc de permettre d'avoir 3 mois supplémentaires dès le début pour permettre aux opérateurs, aux installateurs d'avoir le temps de faire leurs travaux. Donc ça, on va communiquer très prochainement sur ce sujet. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques chiffres à date, effectivement, de l'utilisation de ces primes ? Alors, aujourd'hui, on est donc sur l'ensemble du programme. Donc, depuis 2016, on a vocation à financer 125 000 points de recharge. On a dépassé le cap des 100 000. Sur les copropriétés, c'est encore, notamment sur l'infrastructure collective, on a les demandes commencent à arriver. Effectivement, le frémissement dont on parlait avant, on l'a également senti, il met un petit peu plus de temps, notamment parce qu'on a un passage en assemblée générale, donc ça décale un peu à chaque fois. Mais effectivement, on a une vraie montée en puissance sur la copropriété. On sent bien que le besoin est là et on essaye de faire en sorte de pouvoir y répondre. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit que les aides existent, qu'il faut peut-être un peu plus de pédagogie et faire connaître ces dispositifs et leur fonctionnement et tout, comment on peut les utiliser. Mais en tout cas, elles sont présentes et il ne faut pas hésiter à solliciter. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à Olivier Huet. Donc, pour la solution que propose Enedis, c'est effectivement avec le décret qui est sorti il y a quelques jours. Je vous en prie. Merci Rita. Bonjour à tous. Comme ça a été rappelé précédemment, on s'apprête à recevoir un nombre de véhicules important. Les prévisions d'Enedis sont qu'on pourra avoir une flotte d'à peu près 17 millions de véhicules en 2035. Alors c'est un peu plus que les chiffres qui ont été présentés, de 12 à 15. RTE, lui, part sur un parc de 21 millions. Bon voilà, vous avez à peu près les ordres de grandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces capacités de recharge vont être connectées directement ou indirectement au réseau public de distribution. Et Enedis, justement, se prépare dès à présent pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces véhicules, parce que ça va réduire considérablement les émissions de CO2, comme vous le savez. Alors, pour en venir sur l'habitat collectif, le parc installé, il est de 180 000 copropriétés disposant de parkings et de plus de 10 logements. Et comme ça a été évoqué précédemment, c'est un parc qui aujourd'hui est sous-équipé puisqu'on est à peu près à 2% d'équipement, 1% pour le logement social. Donc on a un enjeu fort d'industrialisation et d'accompagnement de cette dynamique et Enedis, finalement, c'est un acteur qui va être un peu clé puisqu'on va être là pour que tout ça puisse réussir. Puisque tout projet d'installation fait nécessairement l'objet d'un accompagnement d'Enedis. Puisqu'on va apporter la puissance nécessaire et on va faire en sorte que l'électricité puisse être acheminée jusqu'à l'utilisateur final. Alors, des solutions existent, pourtant il y a des solutions qui existent, effectivement, mais elles sont mal connues. Et on a tous un devoir, et en particulier Enedis se sent investi de ce devoir d'information sur l'ensemble des solutions, parce que c'est important que les copropriétés et les bailleurs soient informés pour qu'ils puissent choisir la solution qui correspond à leurs besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître compliqué. Donc il faut vraiment expliquer, avoir une approche simple. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Alors aujourd'hui, il y a deux solutions principalement qui existent et qui toutes les deux nécessitent une prise de décision en AG pour une copropriété. La première solution, c'est une solution dite de recharge privée qui est proposée par des opérateurs spécialisés, dont certains noms ont été évoqués, qui offre là un service de recharge aux copropriétés avec un système d'abonnement. Et ensuite, l'opérateur fait les travaux, installe les bornes, fait la maintenance et s'occupe de tout le système. Il y a une deuxième solution qui est dite du réseau public de distribution, qui va consister à créer une installation publique, un réseau, jusqu'à la place de parking. Ce réseau, il n'est pas la propriété des copropriétés, il est propriété des concédants, puisque le réseau public est un régime en concession. Il est créé et il est maintenu par Enedis, et ensuite il permet au client de choisir son matériel, et ensuite de choisir son fournisseur, son tarif. Donc c'est un système qui est assez différent dans le principe.
Alors le fameux décret qui est paru au journal officiel le 21 septembre, il va offrir une opportunité supplémentaire pour les copropriétés et bailleurs. C'est une solution de financement finalement, où là, Enedis va pouvoir jouer pleinement son rôle d'accompagnement de la mobilité électrique en assurant l'avance de financement pour la copropriété. Donc, la copropriété ne paiera rien. Donc, c'est gratuit, on peut dire gratuit, mais c'est zéro coût dans les charges de la copropriété. Et ça, c'est vrai que c'est essentiel pour que la décision soit prise en AG. Seul ensuite le propriétaire du véhicule électrique qui souhaite disposer d'une borne de recharge paiera ensuite cet accès au réseau électrique. Voilà. Donc le système est en fait assez analogue de ce qui existe pour la solution privée. Alors ce remboursement, en fait, ce coût payé par le copropriétaire, c'est un remboursement finalement des frais que va avancer Enedis. Et il va être uniquement porté par les utilisateurs de l'installation. Alors on peut imaginer que le coût fixe est payé par le propriétaire et ensuite les coûts récurrents par le locataire, par exemple. Et finalement, pour simplifier, l'utilisateur du véhicule électrique, qu'est-ce qu'il va payer ? Il va payer une quote-part de l'infrastructure collective, du réseau. Il va payer ensuite les frais liés à l'installation individuelle jusqu'à la place de parking, qui sont décomposés par un branchement individuel, c'est un petit bout de câble qu'on raccorde au réseau public, on met un compteur, un disjoncteur, et ensuite il va payer son matériel et sa pose, et ensuite il paiera le coût de son abonnement. Donc en choisissant cette installation du réseau public dans l'immeuble par Enedis, si c'est le choix de la copropriété, et grâce à ce dispositif de préfinancement, la copropriété ou le bailleur n'aura donc désormais plus rien à avancer pour l'équipement du parking. Enedis va installer le réseau, va l'exploiter, le maintenir jusqu'au compteur, jusqu'à la place. Voilà. Alors, le décret, il précise un autre élément qui est peut-être un peu technique, mais je voudrais juste le mentionner, c'est que pour poser ce réseau dans le parking, il faut réaliser certains travaux, notamment pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les parkings, il faut créer un réseau de terre. Normalement, c'est à la copropriété de le faire. Le décret permet à la copropriété de le confier à Enedis, ce qui va permettre deux choses. Premièrement, simplicité, parce qu'effectivement, la simplicité, c'est clé. Et deuxièmement, ces coûts vont être embarqués dans cette enveloppe préfinancée, donc encore une fois, zéro charge pour la copropriété. Sur les délais, revenons-y. Sur les délais, nous avons un engagement de réaliser ces travaux en moins de 6 mois. Et au-delà des 6 mois, nous paierons des pénalités par semaine de retard. Mais les délais moyens sont plutôt de 4 à 5 mois. Alors pour résumer, sur cette solution dite publique avec sa solution de financement, si on veut faire la comparaison par rapport à ce qu'offre un service de recharge par un opérateur spécialisé, là ce n'est pas un abonnement pour la solution publique, c'est un coût fixe de raccordement au réseau. Et ensuite, c'est plutôt le résident qui va payer mensuellement l'électricité qu'il consomme. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas un forfait, mais c'est à l'électricité consommée. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, effectivement, la solution est une solution de préfinancement, mais les différences qu'il peut y avoir, c'est essentiellement sur l'action qui restera à mener par le locataire ou le copropriétaire, qui va devoir, malgré tout, donc, faire des démarches pour installer sa borne. Mais donc l'autre différence, c'est sur le coût qui est là payé en une fois, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas un abonnement mensuel ou quelque chose. Voilà, c'est pas un système de forfait téléphonique ou de ce type-là. C'est un coût fixe et ensuite c'est à la consommation électrique. Voilà. On paye ce qu'on consomme. Voilà, pour 100 km, si vous avez une prise renforcée, ça vous coûte 3 €. D'accord. Bon, ce qui sont effectivement les coûts assez classiques pour une recharge à domicile. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Pierre Aymar, donc directeur général de Logivol Territoire. Je crois comprendre qu'effectivement, une des clés et une des raisons qui a lancé la création de Logivol Territoire était ce coût. Et effectivement, la volonté d'apporter aux copropriétés initialement et aux bailleurs sociaux maintenant une solution à la fois sans reste à charge et en même temps avec un coût le plus adapté et le plus approprié pour l'ensemble de ces deux secteurs. Je vous laisse la parole. Merci Rita, merci messieurs. Alors en effet, le coût, il est vraiment au centre de toutes les préoccupations.
dans les contraintes qui ont été évoquées aujourd'hui et qui existent pour le déploiement des IRVE, il faut comprendre que c'est un puzzle qui n'est pas facile à résoudre, avec plein de pièces qui ne s'emboîtent pas, notamment celle du coût. Et donc nous, Logivolt, on intervient dans ce contexte-là. Le constat, il est assez simple, hein, c'est que on doit tous migrer vers une mobilité verte. Alors, il y a un cadre juridique qui le prévoit, et donc s'il n'y a pas d'acteur qui est capable de réconcilier un peu toutes les pièces du puzzle, malheureusement, la transition ne va pas se faire aussi rapidement que souhaité, et il va y avoir des points d'achoppement assez compliqués. Donc, Logivolt est né d'une volonté très forte d'accompagner cette transition vers une mobilité verte, donc vers le véhicule électrique, hein, qui est premièrement décarboné, deuxièmement non polluant, parce qu'il n'y a pas que le carbone, il y a aussi les particules qui sont très nocives. Et donc, ce que moi je peux faire, c'est parler de notre mission. Ensuite, je vous présenterai nos deux offres à destination des copropriétés et ensuite à destination des OLS. Donc la mission consiste très simplement à débloquer le déploiement de ces infrastructures de recharge de véhicules électriques dans l'habitat collectif. En déployant plus vite les bornes, on pense qu'on facilitera la conversion vers les véhicules électriques. Alors Logivolt, qui on est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Et donc dans l'ADN de la Caisse des dépôts, il y a un élément qui est très important, qui est celui de l'intérêt collectif. Et donc, dans les copropriétés comme dans les organismes de logement sociaux, l'intérêt collectif, c'est quelque chose qui est très important. Dans les copropriétés, je pense que Gilles pourrait le dire mieux que moi, il y a quelque chose qui prime, qui est que c'est une démocratie, et donc la démocratie est souveraine, elle choisit. Donc on ne peut pas forcer la main à certains qui seraient récalcitrants, et en même temps, on a besoin de se développer. Donc, qui on est Logivolt ? On est une solution de financement qui va permettre le déploiement des installations de recharge dans l'habitat collectif, donc pas dans l'espace public, pas dans les maisons individuelles, et qui va donc ainsi faire, cette solution de financement va faire sauter les barrières. Donc concrètement, Logivolt, on investit dans les infrastructures collectives de résidences privées. Alors pourquoi le résidentiel ? On l'a vu tout à l'heure, parce que la recharge à domicile, on estime qu'elle va représenter entre 70 et 90% du temps de recharge. Donc le vrai impact en France, il est sur le résidentiel. Et pourquoi en collectif ? Parce que c'est là que les vraies contraintes existent, notamment pour cette question du coût, voilà, qui n'est pas aussi vrai pour les maisons individuelles. Donc, on a cette offre de financement, mais il y a aussi un point qui est très important, qui nous concerne tous ici aujourd'hui, qui est ce besoin de pédagogie. Parce que c'est vrai que, moi, en rejoignant Logivolt, forcément, j'ai expliqué à mes proches, à ma famille ce que je faisais, et si on ne fait pas preuve de pédagogie, malheureusement, les gens comprennent pas très bien, ils n'arrivent pas à se projeter, les gens qui n'habitent pas en copropriété, ou les gens qui n'arrivent pas à se projeter, comprennent pas ce qu'on fait finalement, et donc on a tous ici, je pense, une mission qui est aussi de faire de la pédagogie, d'expliquer un petit peu schématiquement pour que les gens comprennent. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement le financement donc de Logivolt Territoire, comment cela se passe concrètement pour une assemblée générale en copropriété et bientôt pour les bailleurs sociaux ? Oui, je vais refaire juste un petit parallèle sur la pédagogie que nous on essaie de faire chez Logivolt. Et donc la première contrainte, on l'a vu au déploiement des bornes, elle est électrique. Et donc dans un immeuble, si vous voulez faire installer votre borne sur votre place de parking, vous pouvez pas juste demander à un opérateur de venir et de l'installer, sans quoi le moment où vous allez vous brancher, vous avez un risque très fort de tout faire disjoncter. Alors pour une voiture, c'est pas vrai, pour deux non plus. À partir de la troisième et la quatrième voiture, ça peut devenir dangereux. Donc la première contrainte, elle est électrique, et elle concerne le dimensionnement d'installations électriques communes, donc des parties communes existantes. Donc pour pouvoir raccorder une borne au commun, il faut installer un nouvel équipement électrique, donc qu'on appelle l'infrastructure collective, qui sera dédiée à la recharge des véhicules électriques, qui ne va pas aller se mélanger avec le reste, avec l'ascenseur, avec les pompes de relevage, avec l'électricité des parties communes. Et donc cette installation électrique qui est nouvelle, elle est un préalable à l'installation des bornes individuelles. Donc ce préalable, c'est que vous devez donc modifier l'installation existante pour obtenir une puissance électrique adéquate, qui, elle, permettra ensuite un déploiement scalable à l'échelle de l'ensemble des places de parking avec une borne individuelle.
Donc, cet équipement supplémentaire sera dimensionné, j'ai dit, pour recevoir plus de bornes. Et il faut bien retenir, et c'est là où nous, la pédagogie est importante, c'est qu'il y a la partie collective et la partie individuelle. Parfois, au cours des discussions, les gens peuvent faire l'amalgame. C'est ça qu'il faut absolument qu'on fasse comprendre aux gens. Alors, dans le cadre d'un immeuble en copropriété, on l'a vu, cette infrastructure collective, elle induit une deuxième contrainte, Gilles en parlait tout à l'heure et puis on en a parlé au début, qui est celle de la répartition du coût et donc de la décision en AG. La question c'est qui paye? Parce que dans une copropriété, il y a tout. On a le droit de pas avoir envie de payer pour une voiture électrique parce qu'on veut pas de voiture électrique. On a une belle voiture thermique qu'on vient de s'offrir et donc on n'a pas envie de faire cette transition-là. C'est légitime. Et donc, nécessairement, on ne paiera pas pour les autres. C'est souvent comme ça, en copropriété. Donc, on ne peut pas se permettre de juste dire, bah voilà, on va installer une borne collective et puis on va faire une répartition au tantième, parce qu'en assemblée générale, ça ne passera pas. Il est difficile de mettre tout le monde d'accord. C'est là où nous, Logivolt, on intervient et qu'on a essayé de construire une pièce de puzzle qui vient s'emboîter avec le reste. Donc, nous, on va payer le coût de l'infrastructure collective, indépendamment de la subvention à venir qui est gérée par l'AVER. Et donc, en payant cette infrastructure collective, on va permettre un reste à charge zéro pour la copropriété, qui, en définitive, résultera vers un vote en AG en majorité à l'article 24. Voilà. Donc, avec notre offre, les personnes ne sont pas raccordées, ne paieront rien. C'est ceux qui demanderont à ensuite raccorder leur borne individuelle qui paieront leur code-part de l'infrastructure collective à travers ce qu'on appelle un droit de connexion. Donc ce droit de connexion, il est calculé très simplement. C'est pas tiens, l'installation collective coûte 20 000 €, il y a 2 personnes qui veulent une borne, 20 000 divisé par 2. Non, c'est pas ça. C'est que l'installation collective qui coûte, admettons, 20 000 €, elle va être prévue pour une vingtaine de places. Et donc, vous faites grosso modo 20 000 divisé par 20, ça fait 1 000 €. Le droit de connexion sera d'un peu plus de 1 000 €. Voilà. Et donc, ça permet de débloquer des situations, ça permet de faire tomber ce frein. La personne qui veut sa borne, elle peut l'avoir, on ne dérange pas les autres personnes, et de l'autre côté, on est une solution qui va au-delà du financement, permet, disons, une opérabilité assez facile des bornes dans les copros. Pourquoi? Donc, nous, notre solution, évidemment, elle est adossée à des opérateurs installateurs existants. Donc, en gros, nous, Logivolt, on référence un certain nombre d'opérateurs selon des critères. Et donc, c'est ces opérateurs-là qui vont parler directement avec les syndics et les syndicats copropriétaires. Donc, il y a toute une chaîne avec différents maillons. Le premier maillon de cette chaîne, c'est le syndicat. Ensuite, il y a le syndic, puis l'opérateur. Et donc ensuite, Logivolt. Donc, nous, Logivolt, notre offre, elle est intégrée aux propositions que font les opérateurs auprès des copropriétaires. Et donc, le jour où, en AG, le choix doit être fait par les copropriétaires, ils peuvent voter pour une solution d'un opérateur avec, en intégré, la solution de financement Watt. Ou BRS, ou Board Solutions, ou voilà, tous les Park and Plug. Enfin, on a toute une liste. Je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà. Je crois qu'il y en a 10 de référencés à ce jour et que... Voilà. Oui, très bon point. Merci Rita. On travaille sur le référencement. On veut pas bloquer les opérateurs. On veut que ce soit constructif et on veut aussi pouvoir se projeter dans la durée parce que ces sujets-là, je pense que vous l'avez tous compris, le long terme est très important. Voilà. Donc notre offre, elle va intéresser les syndicats de copropriétaires, les syndics. Elle est intermédiée donc par les opérateurs. Les opérateurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont opérateurs de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois d'installer l'infrastructure collective dont nous on sera propriétaire, et également d'installer les bornes individuelles avec le raccordement qui va avec, capable aussi de compter l'électricité, capable également de faire l'entretien de l'infrastructure parce que c'est important sur la durée que ce soit entretenu. Ça, c'est pas Logivolt qui s'en occupe, c'est l'opérateur. Voilà. Donc le bilan après quelques mois d'exercice, il est très bon. Donc on a déjà été intégré à plus de 3500 devis d'opérateurs auprès de syndicats de copropriétaires. On a déjà reçu 1500, environ un peu moins de 1500 décisions d'AG favorables qui intégraient notre offre. Et on a déjà signé 720 contrats, donc pour 720 syndicats de copropriétaires différents.
Et donc, on avance très bien, les résultats sont très bons. Et donc, on veut continuer dans ce sens-là. L'ambition, elle est énorme. Hein, c'est on a réservé une enveloppe de 150 millions à ce développement-là pour atteindre entre 150 000 et 200 000 bornes individuelles possibles demain, donc dans une quinzaine de milliers de copropriétés. Voilà. Donc ce bilan, il nous a permis de comprendre qu'il y avait un besoin, qu'on y répondait. Et en y réfléchissant, en discutant avec les différentes parties prenantes, on a identifié un autre besoin qui est auprès des organismes de logement sociaux, qui m'amène vers une transition, vers notre présentation de l'offre OLS. Donc dans le périmètre des immeubles de bailleurs sociaux, le besoin d'infrastructures collectives est le même. Il y a besoin d'une nouvelle installation, il y a besoin de dimensionner un équipement qui soit spécial et dédié à la recharge. Et donc c'est un peu comme en copro, sauf que chez les bailleurs sociaux, forcément, il n'y a pas cette question de la décision parce que, en général, les immeubles concernés sont en monopropriété. Et donc, voilà, le bailleur a le droit de faire ce qu'il veut sur son patrimoine. Et donc, la problématique pour les bailleurs sociaux est différente. Alban en parlait tout à l'heure. C'est la question du coût qui va être prédominante. Au-delà des compétences, hein, parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, il faut mettre en place une stratégie, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le fait sur tout le patrimoine ? Est-ce qu'on le fait sur une partie ? Donc c'est vraiment une stratégie à définir. Donc nous, cette question du coût chez les OLS, elle est prédominante parce que les OS vont pas avoir la possibilité de s'autofinancer sur ces sujets-là. C'est des travaux qui sont énormes, qui sont très chers, qui représentent un investissement qui est colossal. Et en même temps, les OLS ne peuvent pas répercuter ce coût-là sur leurs locataires, sans quoi leur mission première serait un peu dévoyée. Et donc, on ne peut pas demander aux locataires de payer des coûts astronomiques pour l'installation de ces infrastructures. Donc, notre offre pour les OLS, c'est une solution de financement comme pour les copros avec un reste à charge zéro pour le bailleur. De la même manière, on va être adossé à un opérateur que l'on va référencer qui va lui répondre, alors c'est comme ça qu'on le conçoit, qui va répondre à la sollicitation du bailleur social qui va lancer une sollicitation comme un appel d'offres. Alors soit sur la totalité de son patrimoine, soit par allotissement. Ça, c'est chaque bailleur social qui fera comme il veut. Et donc, les opérateurs pourront répondre à ces sollicitations-là en intégrant la solution de financement de Logivol. Voilà, donc la solution zéro reste à charge pour le bailleur, donc elle finance, je l'ai dit, l'intégralité du coût de l'infrastructure. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de subvention pour les bailleurs sociaux. Et donc, nous, on va s'investir chez le bailleur social, on va investir chez le bailleur social dans une durée qui est relativement longue et qui va nous permettre, nous, de ne pas répercuter, évidemment, le coût ni sur le bailleur, ni sur ses locataires, enfin, ni sur l'ensemble de ses locataires, mais seulement sur les locataires usagers qui vont demander leur raccordement à une borne individuelle. Et donc, on a fait des calculs qui nous permettent aujourd'hui de lisser ce coût sur 25 ans, c'est la durée que nous, on prévoit, de sorte à obtenir un loyer pour le locataire qui demande une borne, voilà, d'une somme qui soit acceptable pour le locataire, je sais pas, autour d'une dizaine d'euros par exemple par mois, que nous on va lisser du coup sur la durée de l'infrastructure. Et donc, en définitive, la solution elle va permettre au locataire d'avoir une solution de recharge à coût modéré, ce qui répond vraiment aux besoins. Elle va permettre au bailleur social de se projeter et de définir sa stratégie. Et donc voilà, ça coche les cases, ça fait tomber les barrières, c'est le thème d'aujourd'hui. Et en définitive aussi, l'opérateur, lui, va proposer l'opérabilité maximale au bailleur social avec la gestion des bornes, l'installation des bornes, l'électricité qui va avec, la relation avec le locataire, la relation avec le Logivolt. Et donc, ça crée, disons, une facilitation pour le bailleur social qui va vraiment déléguer le sujet à un expert. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails peut-être de l'offre pour le bailleur social parce que ça peut devenir technique du point de vue juridique, mais je vais peut-être conclure. Donc en conclusion, voilà, chez Logivolt, on a voulu vraiment construire
une offre sur le long terme, dans la veine de l'intérêt collectif de notre actionnaire, qui permet de se projeter. Alors, j'ai beaucoup entendu ici le terme gratuit. Moi, il me gêne un peu, c'est pas gratuit. Il y a un coût derrière, et notamment avec notre offre pour le copropriétaire, c'est le droit de connexion, et pour le locataire, c'est le loyer. Mais bon, il est difficile de faire de la gratuité sur ces choses-là. Mais en tout cas, la solution de Logivolt, elle permet de se projeter, elle permet d'avoir un impact qui est énorme sur la mobilité de demain, sur la transition qui nous attend tous. Et donc, voilà, on a vocation à être un acteur clé dans ce dispositif-là. On ne va pas juste financer, on va essayer de faire de la pédagogie, on va rencontrer les gens, on va essayer d'éduquer et de rendre le sujet un peu plus facile pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Donc effectivement, il n'y a pas de solution gratuite pour l'utilisateur final, mais en tout cas, il y a des solutions sans reste à charge pour les copropriétés ou les bailleurs sociaux, ce qui est effectivement tout l'enjeu aussi pour accélérer cette recharge à domicile. Donc on voit qu'on est au début de l'histoire, donc il y a effectivement des besoins qui émergent, donc des nouveaux usages du véhicule thermique vers le véhicule électrique et toute la nécessité d'accompagner cette transition avec ces infrastructures. Et on voit qu'il y a diverses solutions, donc effectivement les solutions à la fois donc de droit à la prise qui sont les moins pérennes mais qui répondent à un besoin présent. Les solutions des opérateurs qui interviennent d'eux-mêmes, et effectivement la solution Enedis avec son nouveau préfinancement, mais qui du coup n'intervient pas sur du bout en bout jusqu'à l'installation de la borne. Et enfin la solution Logivolt qui, elle, pour le coup, préfinance et grâce aux opérateurs par lesquels elle est intermédiaire, peut effectivement offrir une solution de bout en bout, donc du préfinancement de l'infrastructure à l'installation de la borne et des contrats qui s'en suivent. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les solutions sont différentes et elles ont toutes leur intérêt. Et maintenant, c'est à chaque copropriété, à chaque bailleur social de s'y intéresser et de retenir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Donc, merci encore à tous. On va ouvrir une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui souhaitent. Oui. Bonjour, Bastien Bad, Borne Recharge Service. J'ai une question qui est à la fois pour vous, Monsieur Aymar, et pour Monsieur Cherrier. Lycée sur 25 ans, je pense que le locataire, il ne reste pas 25 ans. Qui paye ce coût mensuel une fois que le locataire est parti? Alors, c'est une très bonne question. La question du turnover des locataires dans les bailleurs sociaux, on essaye de récolter de la data là-dessus pour pouvoir se projeter. Alors c'est un risque que nous on va tenir, c'est un risque que nous on va porter, et donc voilà, ça permet de tranquilliser aussi l'opérateur et le bailleur sur ces sujets, de sorte à pas que ce soit une contrainte et qu'on y aille quand même. Voilà. Oui. Une question rapidement pour Olivier Huette. Donc si j'ai bien compris, Enedis s'engage à réaliser l'infrastructure dans un délai de 4 mois, 5 mois, c'est ça? Après, vous payez des pénalités. 6 mois, pardon. C'est 6 mois à partir de quand? C'est 6 mois à partir du moment où le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic vous signe la convention. Si c'est ça, voilà, ça c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que vous allez vraiment pouvoir faire face dans un délai de 6 mois à un afflux de demandes? Parce que si toutes les copropriétés qui sont dotées d'un parking signent cette convention, vous allez voir arriver tout le monde d'un coup. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir faire tout ça dans un délai de 6 mois? C'est une très bonne question. Donc, pour encadrer ce délai de réalisation, le décret le précise. Donc, on a même un cadre réglementaire qui le précise. C'est à la signature de la convention jusqu'à la mise en service de l'installation collective. Voilà. Sur nos capacités à faire, évidemment, c'est un enjeu d'industrialisation. Donc Enedis a lancé un projet d'industrialisation dont j'ai la charge pour organiser et faire monter en compétence l'ensemble de nos équipes et de nos prestataires pour pouvoir répondre à ce volume. Donc oui, nous allons être en capacité de répondre et nous travaillons sur cette trajectoire pour pouvoir graduellement monter en puissance et répondre à toutes les demandes. Je pense qu'on ne peut que féliciter effectivement cette initiative. Et encore une fois, qui bénéficie sur toutes les solutions. La hausse des demandes des opérateurs privés est assez importante. On a un doublement des demandes de raccordement des opérateurs entre l'année dernière et cette année. Un doublement par mois. Donc c'est effectivement très important. Et on s'organise pour pouvoir y répondre.
Oui, il y a une question. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, Stéphane Dur, 3i. J'avais une question pour Enedis. Je me demandais si dans le cadre de la colonne horizontale, il y aurait en fait, est-ce que chaque copropriétaire ou chaque utilisateur de véhicules électriques aura son propre compteur, ou est-ce qu'il y a un seul compteur qui est partagé? Enfin, je n'ai pas très compris la solution technique. Alors, ce qu'on appelle la colonne horizontale, en fait, c'est ni plus ni moins que le réseau public de distribution, comme ce que vous pouvez avoir comme réseau public pour alimenter votre logement. C'est pareil. C'est pour ça qu'on l'appelle une colonne horizontale, parce qu'il y a des colonnes montantes électriques qui viennent alimenter les logements. Donc, une fois que vous avez cette infrastructure collective, chaque utilisateur demande un accès à ce réseau sur sa place de parking. Et donc là, nous faisons un branchement individuel où chacun aura un compteur sur sa place de parking, compteur disjoncteur. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre aux clients d'activer son contrat. On parlait de locataire qui changeait. Il désactive son contrat, un nouveau arrive, il ouvre un nouveau contrat, il peut changer de fournisseur. Il ne veut pas être au TRV, il prend un autre fournisseur. Il y a une offre des fournisseurs sur les supérieures creuses qui sont en train de se développer. Il choisit. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Chacun aura son point de livraison sur sa place de parking avec son compteur. Il pourra aussi suivre sa consommation, comme vous pouvez le faire dans votre logement si vous avez un compteur Linky. Pardon, si je peux compléter la question. Et la conséquence de ça, c'est que en fait, chaque utilisateur devra payer la location de son compteur. Il devra payer un abonnement annuel, effectivement. Un abonnement annuel, c'est aux alentours de 100 € pour 3 kVA, de 150 pour 6 ou 9 kVA par an. Et ensuite, il paye sa consommation. Voilà. Merci. Oui. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'en ligne, nous avons des questions sur le chat ? Oui, je vous en prie. C'est bon. Alexandre Gondel de YesPark, merci beaucoup pour toutes ces présentations qui sont riches d'enseignements, je pense, que ce soit opérateurs, propriétaires de fonciers. On échange beaucoup avec nos partenaires qui sont historiquement les bailleurs sociaux et notamment sur comment comparer les différentes offres. Et donc moi je me pose la question de cette offre d'Enedis, la colonne horizontale. Est-ce que vous l'avez comparée à l'offre Logivolt et en fait quelles sont les situations dans lesquelles une offre colonne horizontale est plus intéressante qu'une offre Logivolt ou inversement et à combien ça revient finalement pour l'usager final une offre sponsorisée Enedis et une offre sponsorisée Logivolt? C'est une question qui est complexe parce qu'en fait, vous avez une multiplicité de choix pour l'utilisateur du véhicule électrique en fonction de sa consommation, du nombre de kilomètres qu'il parcourt, en fonction de son usage. Est-ce qu'il veut une simple prise? Est-ce qu'il veut une borne? Est-ce qu'il veut une borne à 22 kVA? Donc vous avez une multiplicité de choix. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, les deux solutions ne sont pas comparables. C'est pas du tout le même service qui est rendu. D'un côté, c'est un service de recharge qui est packagé, clé en main, avec un abonnement. D'un autre côté, c'est vous choisissez votre borne, votre abonnement, votre consommation. Donc, moi, je dirais, c'est un petit peu à chacun de regarder un peu quels sont ses usages, quels sont de se projeter collectivement, parce que la décision doit être prise collectivement par la copropriété, de faire ses propres calculs et d'échanger collectivement pour construire ce projet collectif. Oui, en effet, merci pour cette question. Moi, c'est pareil, je suis pas encore en mesure de faire les maths dans ma tête sur ce comparatif-là. Cela dit, la vérité, c'est que ça ne répond pas exactement aux mêmes besoins. Et donc, avant de pouvoir se décider, il y a cette question du besoin et comment on voit les choses, comment on se projette, qui permettra de choisir une solution par rapport à une autre. Voilà. Après, oui, c'est sûr que
c'est pas comparable comme ça en l'état, et je pense qu'on va devoir avoir quelques cas d'usage pour pouvoir faire un comparatif sérieux. Voilà. Question du chat pour Monsieur Olivier. Alors, comment Enedis compte piloter une infra multi-opérateur? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, en fait, parce que nous, on crée des points de livraison. Le client ensuite choisit son fournisseur d'électricité. S'il veut un opérateur, derrière, il peut choisir un opérateur, mais c'est son choix, ça ne nous regarde plus, en fait. C'est que finalement, dans la solution Enedis, il n'y a pas une nécessité d'avoir un opérateur dédié. C'est vraiment l'installation d'un compteur privatif sur sa place, contrairement effectivement à l'offre dite de bout en bout, qui, elle, est gérée par un opérateur de l'infrastructure à l'installation de la borne. Voilà, effectivement. Et si le client veut une borne et gérer sa borne, ou une simple prise, moi je dis souvent, une prise suffit pour la majorité des cas. À 80%, les utilisateurs de véhicules électriques se rechargent aujourd'hui sur une simple prise électrique. Une prise électrique suffit pour la majorité des cas. Les bornes, c'est lorsque vous faites beaucoup de kilomètres, lorsque vous avez un véhicule de fonction, lorsque vous êtes VTC, voilà. Donc il faut vraiment regarder l'usage au cas par cas, parce qu'on a des usages et des comportements très différenciés. Je pense que c'est lié aux usages et effectivement également à la taille de la copropriété ou du logement social qui va nécessiter une infrastructure plus importante ou non également. Comparatif opérateur privé Enedis, il est vrai que je constate que la solution opérateur privé peut faire un petit peu peur à certains copropriétaires parce qu'on s'engage dans un contrat qui dure 5 ans, enfin en tout cas je crois que c'est 5 ans. Quid au bout des 5 ans? C'est vrai que les copropriétaires me posent la question, Monsieur Frémont, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Est-ce que si on veut résilier, mettre un terme au contrat, à la convention, est-ce que l'opérateur va nous enlever l'infrastructure collective? C'est une question légitime. Il est vrai qu'avec la solution Enedis, colonne horizontale, c'est du définitif. C'est du définitif. On est en concession, effectivement, on n'est pas propriétaire, on est en concession, mais c'est du définitif. Il n'y a pas cette échéance des 5 ans qui peut être un peu anxiogène pour les copropriétaires. Ça fonctionne, comme vous l'avez dit, exactement de la même manière qu'une colonne montante, avec chacun son compteur Linky, sauf que c'est pas un appartement, c'est un parking. Ça, les copropriétaires connaissent. Ils ont déjà cette culture. Donc, on va pouvoir leur expliquer plus facilement. On va leur dire, vous voyez, c'est comme pour votre appartement. C'est vrai que cette histoire de 5 ans, ça peut devenir bloquant maintenant qu'il existe la solution Enedis. Je vais me permettre de répondre, parce que je pense que la question... mérite une réponse de la part de Logivolt. C'est là où le dispositif de Logivolt prend tout son sens, parce que nous, on va être propriétaire de l'infrastructure collective. Et donc, une fois que les 5 ans sont terminés, nous, l'installation, elle est là. On ne va pas la changer. Et si la copropriété décide de changer d'opérateur parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou pour une autre raison, l'infrastructure collective, elle reste là. Et donc, il y a une interchangeabilité de l'opérateur à la fin du premier contrat. Et c'est aussi pour ça que confier la propriété de l'équipement à un tierce produit des avantages qui sont non négligeables. Et ça m'amène vers le point que je n'ai pas développé tout à l'heure, c'est que nous, on finance l'infrastructure collective qui permettra un équipement de 30% des bornes du parking. Alors le jour, donc on fait des points de passage. Après 3 ans, si les 30% de raccordement, donc de droits de connexion, sont pas activés, on peut revendre l'installation à la copropriété, c'est le souhait pour la valeur nerf comptable. Alors le jour, indépendamment de la durée où les 30% sont atteints, on peut revendre l'infrastructure collective à la copropriété pour un euro symbolique, de sorte à ce que la copropriété devienne propriétaire de l'installation collective. Et sinon, la durée, le terme de l'investissement de Logivolt, il est de 15 ans dans les copropriétés, et donc on fait un poids de passage dans 15 ans. Mais il y a fort à parier que les 30% seront atteints, et donc le seuil maximal atteint.
Donc, si je comprends bien, avec l'offre Logivolt, effectivement, la propriété de l'infrastructure est restituée donc, en fin de convention ou de concession à la copropriété au bailleur social, mais qu'effectivement, pour notamment la copropriété privée, le changement d'opérateur est autorisé à la demande du résident, si besoin, pendant le contrat qui lie donc l'opérateur et Logivolt Territoire. Oui, exactement, Rita. Très bien. Oui, bonjour à tous. Donc Ludovic Coutan, responsable du programme Advenir à l'AVER France. Je me permettais juste de rebondir sur la question et la réponse, puisque il y a eu des travaux conjoints entre l'AVER France et Logivolt justement sur ces questions-là, puisque vous l'avez compris, donc nous on verse la partie subvention et Logivolt la partie après. Et effectivement, donc sur la question de qu'est-ce qui se passe au bout des 5 ans. Donc on a décidé conjointement, et c'est quelque chose qui a été donc retenu dans les modalités pour bénéficier de la subvention et dans les modalités pour appliquer Logivolt. Donc il y a une clause déjà de transfert de portabilité où l'opérateur sortant s'engage à transmettre à un éventuel nouvel opérateur l'ensemble des informations lui permettant de reprendre l'exploitation dans des conditions facilitées. Et il y a une deuxième clause également sur un transfert de propriété dont les modalités et le coût doivent être connus au moment de la signature de la convention. Et donc, finalement, au bout des 5 ans, la copropriété est déjà au courant de ce qui va se passer, puisque ça a été précisé dans la convention qu'elle a signée en début d'exploitation. Donc voilà, c'est des sujets qu'on a pu traiter. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Pierre, mais je pense qu'on va vite avoir l'occasion d'échanger. Merci pour cette précision, et avec plaisir. J'allais dire merci pour ces précisions qui, effectivement, peuvent rassurer, en tout cas, les copropriétaires. Je vous en prie. Bonjour, Jérôme Princé, donc directeur général de Bornes Solutions, mais également président de l'AFOR, l'association française des opérateurs de recharge. Quelques précisions, déjà sur la durée de 5 ans, je pense que les opérateurs, il y en a quelques-uns ici, je pense que sur la durée de 5 ans, on serait tous partants pour que la convention, la durée augmente. Ça risque de durer cette question, effectivement, parce que je pense qu'effectivement 5 ans, c'est à la fois long, mais aussi très court sur des projets d'infra. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est prêt à y travailler. Ensuite, j'avais une question concernant pour Olivier Huet. Aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement des maîtrises des finances, notamment sur la partie énergie. Quel va être l'impact sur la TURP de l'ensemble du financement ou du préfinancement pour de la colonne horizontale, et notamment est-ce que ça va avoir entraîner des augmentations de la TURP? C'est une bonne question parce que on me la pose souvent. En fait, ça n'aura pas d'impact sur le TURP. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait, c'est le mécanisme général du tarif d'utilisation de réseau public de distribution, et que d'avoir conçu un mécanisme pour pouvoir, en quelque sorte, amortir sur la durée de vie des ouvrages le coût pour l'utilisateur. Une colonne horizontale a une durée de vie de 60 ans. Je vais vous donner quelques autres chiffres. Le montant des investissements d'Enedis l'année dernière était de 4,3 milliards d'euros. Il y a 10 ans, ça devait être à peu près la moitié. On n'a pas constaté de hausse significative du TURP. Donc, même s'il y aura des investissements importants sur le réseau public de distribution, tout ça est en fait amorti sur la durée de l'ouvrage, et c'est la structure même du TURP qui est conçue comme telle. Ce qui veut dire que, excusez-moi du coup, ça veut dire que quand un compteur qui est installé pour un opérateur privé, notamment financé par Logivolt, il y a un compteur qui va bénéficier du TURP. Et s'il y avait un borne derrière, donc il n'y aura qu'un seul TURP. Et là, par contre, si vous mettez 20 compteurs, ça sera 20 fois le TURP. C'est-à-dire que le montant que va toucher Enedis sur le TURP va être multiplié par le nombre de compteurs qui vont se multiplier de façon très importante dans les parkings. Alors, tout accès au réseau public de distribution fait l'objet d'un abonnement. Donc oui, plus vous avez de points d'accès, plus vous avez d'abonnements. Oui, c'est le cas. Ensuite, c'est la structure même du tarif qui est la même pour une place de parking que pour un logement, que pour n'importe quel usage que vous questionnez. Voilà.
Merci à tous. Merci pour ces interventions et toutes ces questions qui prouvent qu'effectivement, le sujet de la recharge à domicile est un enjeu pour chacun d'entre nous. Donc vraiment, merci pour votre présence. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc juste pour conclure, je redonne la parole à Pierre Auboin pour le mot de la fin. L'autre slide. Écoutez, merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce matin. Merci pour tous les échanges et les questions qui ont été posées, y compris pour les participants en ligne. Je pense que Blandine, en introduction, évoquait le terme d'écosystème et la stratégie de développement d'un écosystème effectivement de solutions dans les territoires que la Banque des Territoires promeut. Et je pense qu'on en a bien l'illustration aujourd'hui. Et puis on essayait très modestement au travers de ce slide justement de résumer ou d'illustrer les différentes pièces du puzzle qu'évoquait Pierre il y a quelques instants. Et effectivement, c'est en mettant bout à bout l'ensemble de ces trois grandes briques de solutions que sont les subventions à l'investissement, les différents dispositifs fiscaux et puis les solutions de portage financier qui ont été illustrées en complément du rôle des opérateurs naturellement ou du gestionnaire de réseau, qu'on peut arriver à avoir une solution pragmatique et efficace et qui réponde, on l'espère, aux besoins de ceux qui sont les pionniers de la transition énergétique dans la mobilité dans les immeubles collectifs sans subir effectivement des freins ou des barrières de la part de ceux qui se passent de véhicules ou qui ne comptent pas en changer de sitôt. Voilà, donc merci encore à vous toutes et tous d'être venus et on espère avoir d'autres occasions dans les prochains mois d'échanger de nouveau avec l'ensemble des partenaires de notre écosystème sur d'autres aspects de la mobilité électrique. Merci à tous et bonne journée.